À l'aéroport régional de Brookhaven, une poignée de petits avions civils se tenaient silencieusement sur la piste. Dans le cockpit d'un vieux Cessna 172, une femme élancée aux longs cheveux bruns se préparait au vol, tandis qu'un groupe de jeunes pilotes riait à proximité, plaisantant sur le fait que piloter ces avions jouets était à la portée de n'importe qui. Pourtant, lors de ce qui commença comme un vol d'entraînement ordinaire, la radio fut soudainement coupée par une voix autoritaire, NORAD a vipé, retournez immédiatement. L'aéroport entier se tut. À cet instant, Méline semble s'effacer, ignorée, comme on ignore souvent ceux que l'on juge sans importance. À 33 ans, avec des cheveux châtains habituellement attachés en une simple queue de cheval et un physique délicat qui paraissait presque trop frêle pour les petits avions patos qu'elle pilotait, Méline avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor à Brookhaven. Son jean usé et sa veste en cuir ne laissaient rien deviner des combinaisons de vol qu'elle avait autrefois portées. Des combinaisons qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures, ou des jets supersoniques qu'elle avait pilotés. Ces jours-ci, sa vie tournait autour de l'enseignement à des adolescents anxieux et à des pilotes amateurs du week-end, les guidant sur des Cessna monomoteurs qui montaient à peine au-dessus de 10 000 pieds. Encore une journée palpitante à voler en rond, murmura Tyler Brooks, un pilote de 22 ans avec à peine une centaine d'heures de vol enregistrées, à ses copains tandis que Méline préparait leur avion. Qu'est-ce qu'on apprend de ça, au juste? Comment faire peur aux oiseaux? Ces paroles firent éclater de rire le salon rempli de jeunes pilotes. Avec leurs lunettes de soleil coûteuses et leurs sourires arrogants, ils pensaient tout savoir. L'un d'eux, avec un sourire en coin, dit qu'il avait entendu dire qu'elle avait été militaire. Probablement juste piloter des avions cargo ou quelque chose d'aussi ennuyeux. Maintenant, il se moquait. Elle était coincée à enseigner à des gamins qui voulaient faire semblant de piloter des jeux vidéo. Mais Méline avait depuis longtemps cessé de se soucier de ce que les autres pensaient de son travail. Elle trouvait un but dans des moments comme voir Ethan Park, 16 ans, réussir enfin un atterrissage en douceur après des semaines d'approches hésitantes, ou voir Laura Diaz, une mère célibataire qui avait économisé pendant des mois pour s'offrir des leçons, rayonner de joie lors de son premier vol solo. Sa gentillesse était souvent discrète et inaperçue. Quand Ethan ne pouvait pas payer l'entretien de l'avion d'entraînement de l'école, Méline restait tard, réparait elle-même le moteur et lui disait le lendemain que le problème s'était résolu comme par magie. Si Laura prenait du retard sur ses paiements, Méline prolongeait discrètement ses leçons sans frais. Elle prétendait toujours avoir besoin de la pratique supplémentaire, mais la vérité était qu'elle payait souvent le carburant de sa propre poche, surtout pour les élèves ayant à la fois une compétence brute et une passion sincère, des traits qui lui rappelaient pourquoi elle était tombée amoureuse du pilotage. Les autres instructeurs de Brookhaven la traitaient poliment, mais ne la considéraient jamais comme une concurrence ou une menace. Ils ne la connaissaient que comme la femme discrète pilotant de petits avions, ne posant jamais de questions sur son passé, ne remettant jamais en question les idées préconçues qu'ils avaient sur qui avait vraiment sa place dans un cockpit. Mais, rangée dans son sac de vol, soigneusement enveloppée dans un vieux t-shirt, se trouvait un écusson argenté qu'elle étudiait chaque soir avant de dormir. Ses bords étaient effilochés par des années de manipulation. Pourtant, l'emblème brodé était toujours clair, des ailes de chasseur enroulées en serpent sous des lettres audacieuses qui éplaient son indicatif d'appel, VIP. Cet écusson représentait une vie qui lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui inspirait autrefois le respect lors des briefings de mission. Quelqu'un dont la voix avait guidé des opérations complexes par radio. Quelqu'un qui avait agi avec une autorité décisive au nom de la sécurité nationale. Mais cette personne avait disparu, enfouie sous des années de culpabilité et perdue assez profondément pour altérer qui elle était. Alors que Méline terminait sa vérification pré-vol sur le vieux Cessna, Anna Lee, 18 ans, s'agitait nerveusement. Ce n'était que la 3e leçon d'Anna, et elle serrait toujours le manche comme s'il allait se briser dans ses mains. Mademoiselle, murmura Anna nerveusement. Hier, quand nous avons pratiqué cet atterrissage d'urgence, vous m'avez dit de faire confiance au vent. Comment saviez-vous exactement quoi dire? On aurait dit que vous aviez déjà vécu quelque chose de similaire auparavant. Méline garda ses paumes pressées contre les ailes du Cessna en vérifiant les surfaces, ses yeux fixés sur l'horizon par vieille habitude. Pendant un battement de cœur, sa mémoire musculaire la ramena à une autre vie. Une vie où chaque vol faisait la différence entre survie et catastrophe. Certaines leçons, dit-elle doucement, ne peuvent être apprises qu'en les expérimentant directement. Anna hocha enfin la tête. Pourtant, ça a compté. J'ai écouté et j'ai atterri en toute sécurité. Je n'oublierai jamais fait confiance au vent. La façon dont vous l'avez dit, ça m'a fait sentir que vous lui aviez fait confiance pour plus qu'un simple vol d'entraînement. Ce jour-là, Anna réalisa que l'autorité de son instructrice s'étendait bien au-delà des leçons du week-end sur des avions monomoteurs. Et lors de sa toute prochaine séance, la 4e heure d'entraînement, tout a changé. Elles effectuaient des exercices de circuit, pratiquant le circuit rectangulaire pour le décollage et l'atterrissage. C'était un mardi ordinaire, ciel dégagé et vent léger, des conditions parfaites pour l'école de pilotage. La radio bourdonnait doucement, remplissant le cockpit pendant qu'elle suivait les procédures. Méline démontrait comment corriger les vents de travers quand Anna pointa soudainement du doigt vers la piste. Regardez ces gars, dit-elle, apercevant un groupe de jeunes pilotes réunis près des aires d'atterrissage. Même à 1000 pieds d'altitude, elle pouvait voir les garçons pointer du doigt et rire. Au centre de tout cela, Tyler Brooks agitait ses bras de façon dramatique vers le Cessna de Méline, ses copains hurlant d'amusement. Qu'est-ce qui est si drôle là-dedans, demanda Anna, sincèrement déconcertée. Ils pensent que les petits avions ne comptent pas, répondit Méline d'une voix égale, stabilisant leur altitude. Certaines personnes mesurent la valeur uniquement par la vitesse ou la taille, pas par l'habileté ou la détermination. Elle jeta un coup d'œil à son élève. Mais tu te débrouilles très bien, Anna. En seulement 4 heures, tu as appris plus que certaines personnes en 10. Anna sourit. Merci. Mais ça ne vous dérange pas quand il parle comme ça? Méline secoua la tête.
Nous ne volons pas pour la reconnaissance. Nous volons parce que le ciel ne se soucie pas de ce que les gens pensent. Il ne se soucie que de la physique. À ce moment-là, un grésillement statique remplit leur casque. La voix de Tyler traversa la fréquence, forte et claire. Il n'avait pas réalisé que son micro transmettait à tous les auditeurs. Regardez ça, se moqua Teil. Une autre aventure épique dans le puissant Cessna 172. Je parie qu'elle n'a jamais piloté rien de plus rapide qu'un vélo. Des rires résonnèrent de son cockpit. Puis une autre voix ajouta. Sérieusement, à quoi bon faire semblant d'être pilote si vous ne faites que tourner en rond dans un avion d'entraînement? Qu'elle n'a même jamais vu de vrai pilotage. Anna rougit de colère. C'est tellement cruel. Ne réalise-t-il pas que nous pouvons les entendre? L'expression de Méline resta calme, mais une étincelle de feu brilla dans ses yeux, quelque chose qu'Anna n'avait jamais vu auparavant. Laissez-les parler, dit-elle fermement. Souvent, les voix les plus fortes appartiennent à ceux qui en savent le moins. Elle venait d'atterrir et roulait vers l'aire de stationnement lorsque cela arriva. Sans avertissement, la radio fut coupée, laissant la fréquence silencieuse pendant plusieurs longues secondes. Puis une voix retentit, calme, précise, et portant l'autorité de commandement indubitable. NORAD AVP, retournez immédiatement pour un briefing préliminaire. Confirmé. Anna se figea, fixant la radio avant de se tourner les yeux écarquillés vers Méline. Est-ce qu'ils viennent d'appeler quelqu'un, VIP? Les mains de Méline se serrèrent si fort autour du manche que ses jointures blanchirent. Pour la première fois depuis qu'Anna l'avait rencontrée, l'instructrice inébranlable semblait réellement ébranlée. Mademoiselle est, dit Anna hésitante. Ils veulent que quelqu'un réponde. La radio grésilla de nouveau, la voix plus vive cette fois. VIP, ici le commandement NORAD. Communication de la plus haute priorité. Répondez sur le canal sécurisé à travers l'aéroport de Brookhaven. Tout s'arrêta net. Les mécaniciens lâchèrent leurs outils. Les jeunes pilotes à la tour de contrôle se figèrent, bouche bée. Même les agents de sécurité étaient stupéfaits. Il était évident que quelque chose d'extraordinaire se produisait. D'un autre avion, la voix de Tyler Brooks, brisée, étouffée et confuse, retentit. Attendez, est-ce que le NORAD vient d'appeler quelqu'un ici? Méline arrêta son Cessna sur la voie de circulation. Son visage était devenu pâle, et Anna remarqua que ses mains tremblaient lorsqu'elle tendit la main vers la radio. Mademoiselle est, murmura Anna. S'il vous plaît, ramenons-nous au hangar. Ils appellent quelqu'un nommé VIP. Je sais, murmura Méline, sa voix à peine audible. Ramène-nous, Anna. De retour à l'aéroport. Anna prit nerveusement les commandes, guidant l'avion vers la rampe. La radio grésilla une fois de plus avec un dernier message. VIP, rappel urgent. Priorité sécurité nationale. Répondez dans les 30 minutes. Puis le silence. L'atmosphère au sol changea instantanément. Des gens débordaient des hangars, formant de petits groupes, chuchotant sous le choc. Tyler et ses amis avaient cessé leur ricanement, observant maintenant avec une confusion les yeux écarquillés et un respect naissant. Lorsqu'elles eurent enfin garé et coupé le moteur, Anna se tourna vers son instructrice, sa voix tremblante. Mademoiselle est, le NORAD ne contacte que les pilotes militaires actifs. Les officiers de haut niveau. Qui est VIP? Méline resta figée, fixant la radio comme si elle pouvait expliquer tout ce qu'elle avait travaillé si dur à enfouir. Lentement, presque mécaniquement, elle retira son casque. Parfois, dit-elle enfin, son ton lourd, le passé ne reste pas enfoui aussi profondément que nous l'espérons. Elle fouilla dans son sac de vol et en sortit quelque chose qu'Anna n'avait jamais vu auparavant, un écusson argenté usé brodé d'ailes de chasseur s'enroulant en serpent sous des lettres audacieuses et plan VIP. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent alors que la réalisation se faisait. C'est vous, murmura-t-elle. Vous êtes VIP. Plus tard, le mécanicien Daniel Cruz raconterait aux journalistes ce qu'il avait vu ce jour-là. Elle a retiré ses gants et cet écusson est tombé de son sac. C'est là que j'ai réalisé que nous travaillions aux côtés de quelqu'un qui avait déjà effectué de vraies missions. La nouvelle se propagea dans l'aéroport régional de Brookhaven plus vite qu'une étincelle sur l'herbe sèche. En moins d'une heure, tout le monde savait que le NORAD avait appelé leur discrète instructrice de vol par un indicatif d'appel militaire, et que la femme qu'ils avaient écartée comme une simple enseignante de petits avions était d'une manière ou d'une autre liée au plus haut niveau de la défense nationale. Tyler Brooks et son groupe de jeunes pilotes se blottissaient dans le salon, leurs blagues antérieures remplacées par des chuchotements inquiets. Ça ne peut pas être vrai, murmura Tyler encore et encore. Le NORAD ne contacte pas une simple instructrice de vol par radio. C'est forcément une erreur. Mais les preuves s'accumulant laissaient de moins en moins de place au doute à chaque minute. Le directeur de l'aéroport, Mark Rivra, avait discrètement passé quelques coups de fil. Ce qu'il apprit le laissa pâle et sans voix. Il se tenait maintenant à la fenêtre de son bureau, fixant Mélinet, qui était assis seul sur un banc devant le terminal, serrant toujours l'écusson argenté dans ses mains. Le tournant arriva à 16h30 lorsque la colonelle de l'Air Force Linda Carter franchit l'entrée. Elle ne faisait que rendre visite à son neveu, un mécanicien, à l'aéroport, mais se figea sur place en voyant la foule rassemblée dans un respect silencieux autour de la tour de contrôle. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle à Mark Rivra. « Madame, dit-il prudemment. Nous avons intercepté une étrange transmission radio aujourd'hui. Le NORAD a appelé quelqu'un ici en utilisant l'indicatif d'appel, VIP. Notre instructrice, Mélinet. Elle semble en savoir quelque chose, mais elle refuse de parler. » Le visage du colonel Carter devint pâle. « Avez-vous dit VIP ? Mélinet. »« Oui, madame. »« La connaissez-vous » Le regard de Carter se déplaça vers la fenêtre où Méline était assise, l'écusson toujours dans les mains.
Son expression passa de la confusion à quelque chose de plus proche de la peur. Je dois parler à cette femme immédiatement. 10 minutes plus tard, elle était assise à côté de Méline sur le banc. Les deux femmes se dirigèrent bientôt vers un petit avion garé sur le tarmac. Capitaine Méline et VIP, dit Carter doucement. Je me suis demandé pendant des années ce que vous étiez devenu. Méline la regarda enfin dans les yeux. Plus capitaine. Juste Méline. J'ai tout laissé derrière moi. On ne peut pas simplement abandonner le fait d'être le meilleur pilote de chasse que l'armée de l'air ait produit en 2 décennies, insista Carter. On ne peut pas effacer les missions que vous avez volées, les vies que vous avez sauvées, les records que vous avez établis. À l'intérieur du salon, d'autres personnes se pressaient contre les fenêtres, s'efforçant d'entendre chaque mot. Tyler Brooks pressa son visage contre la vitre, désespéré de ne rien manquer. La voix de Carter s'éleva, portant à la fois autorité et admiration. Voulez-vous savoir ce que je sais de VIP? Je sais qu'elle a arrêté une attaque terroriste à l'aéroport international de San Diego en forçant 2 avions détournés à atterrir en toute sécurité. Je sais qu'elle a effectué 17 missions de combat consécutives sans un seul échec. Et je sais qu'elle a établi le record du temps de décollage le plus rapide dans un F-22 Raptor. La réponse de Méline fut à peine un murmure. Et je sais aussi que j'ai perdu mon équipier lors de la 18e mission. Gabriel Vega est mort à cause de moi. Parce que j'ai mal jugé. Sa voix se brisa. Il est mort lorsqu'un missile solaire chanceux a touché ce qui aurait dû être intouchable. Le rapport m'a disculpé, mais rien n'a effacé ce que j'ai vu. La colonel Carter se redressa, se tournant pour faire face aux spectateurs pressés contre la vitre. Et vous l'avez raillé, dit-elle sèchement. Vous l'avez appelée instructrice d'avion jouet. Vous avez ri de ses cours du week-end. Fou que vous êtes, vous n'avez aucune idée que vous vous tenez en présence d'une légende. La voix de la colonel Carter s'éleva alors qu'elle se tournait vers le terminal, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre. Cette femme a reçu l'indicatif d'appel VIP parce qu'elle pouvait frapper avec précision et disparaître sans laisser de traces. Elle a effectué des missions encore enfouies sous la plus haute classification, connues seulement d'une poignée de personnes au gouvernement. Ses paroles traversaient l'air comme une lame. Elle a le respect de chaque pilote de l'armée de l'air encore en vie. Et quand le NORAD l'appelle, c'est parce qu'il lui confie la sécurité de la nation. Le salon devint complètement silencieux. Tyler Brooks glissa de la fenêtre où il s'était penché pour écouter, tombant sur une chaise. Son visage avait perdu toute couleur alors que la réalité lui tombait dessus. Il avait complètement mal jugé la discrète instructrice qu'il avait raillée pendant des mois. Le ton de Carter s'adoucit, mais porta assez de poids pour que tout le monde à proximité l'entende. Vous pensez vous être caché de votre passé en enseignant à des élèves dans de petits avions, dit-elle à Méline. Mais ce n'est pas le cas. Vous servez à chaque leçon, chaque fois que vous assurez la sécurité d'un élève, chaque vie que vous protégez avec ce que vous enseignez. Chaque jeune pilote que vous inspirez à poursuivre l'aviation, cela fait toujours partie de la même mission que vous avez toujours accomplie. La voix de Méline était à peine audible. Ce n'est pas la même chose. Ou peut-être que si, répondit Carter. Vous protégez toujours les gens. Vous vous assurez toujours que les autres rentrent chez eux en toute sécurité. La seule différence est la taille de l'appareil et l'ampleur de la menace. À ce moment-là, le téléphone de bureau de Mark Rivera sonna. Il répondit, écouta, et son visage devint de plus en plus grave. Sortant rapidement, il s'approcha des deux femmes. Madame, dit-il prudemment, tendant le combiné à Méline. C'était le NORAD. Ils disent que des aéronefs non autorisés se trouvent dans l'espace aérien restreint. Ils ont besoin de conseils immédiats de quelqu'un ayant votre expertise. Méline prit le billet, y jeta un coup d'œil, puis à Carter, et enfin à la foule rassemblée à l'intérieur. Ils ne me demandent pas de voler, dit-elle lentement. Ils veulent mes conseils parce qu'à moins de 500 miles, je suis la seule à savoir quoi faire. La colonel Carter hocha fermement la tête. VIP, votre pays vous appelle de nouveau. Enfin, Tyler Brooks sortit. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par un remords sincère. Madame, dit-il, la voix brisée, je vous dois des excuses. Nous tous. Nous n'avions aucune idée de qui vous étiez ou de ce que vous avez fait pour ce pays. Méline étudia le visage du jeune pilote, reconnaissant en lui le même mélange d'ambition et d'incertitude qu'elle avait elle-même porté en tant que recrue. Tyler, l'appareil ne fait pas le pilote fait l'appareil. Qu'il s'agisse d'un F-22 ou d'un Cessna 172, les principes sont les mêmes, sécurité, précision et respect du ciel. Elle se tint droite, regardant les élèves, les instructeurs et les mécaniciens qui s'étaient rassemblés pour témoigner de ce moment. J'ai peut-être été VIP autrefois, dit-elle clairement. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'une instructrice de vol, et ma mission est simple, m'assurer que tout le monde rentre sain et sauf. Sur ce, elle retourna vers le bâtiment pour rappeler le NORAD, laissant derrière elle une communauté qui ne verrait plus jamais la compétence discrète de la même manière. Si vous avez déjà sous-estimé quelqu'un pour découvrir ensuite qu'il était plus grand que vous ne l'imaginiez, alors vous connaissez la leçon que Brookhaven a apprise ce jour-là. Méline n'a jamais révélé tous les détails de son appel avec le NORAD. Elle a passé 2 heures à huis clos dans le bureau de Mark Rivera, parlant à voix basse avec des personnes dont l'habilitation de sécurité dépassait presque celle de n'importe qui dans l'armée. Lorsqu'elle a finalement émergé, elle a repris sa routine, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. L'atmosphère à l'aéroport régional de Brookhaven a changé de manière à la fois subtile et profonde. Tyler Brooks, qui quelques jours auparavant avait mené les moqueries, s'approcha maintenant de Méline avec un respect sincère, lui demandant si elle voulait revoir ses techniques de vol et l'aider à s'améliorer. Un par un, les autres jeunes pilotes suivirent son exemple. Là où il l'a rejeté autrefois, il s'accrochait maintenant à chacun de ses mots. Je faisais tout de travers, a admis Tyler à un ami après une leçon.
Je pensais que voler, c'était se montrer, prouver que j'étais bon. Mais elle m'a dit, le vrai pilotage, c'est la précision, la responsabilité, et s'assurer que tout le monde rentre sain et sauf. La direction de l'aéroport a ensuite accroché une photo encadrée dans le bureau de l'instructrice. Ce n'était pas une pose. C'était un cliché pris sur le vif de Méline debout à côté de son vieux Cessna, souriant avec Anali après un vol d'entraînement réussi. Sous la photo, une petite plaque lisait « L'excellence ne porte pas toujours un uniforme ». Pourtant, le changement le plus significatif fut observé chez ses élèves. Une fois son passé connu, les inscriptions à ses cours ont triplé en un mois. Plus important que les chiffres était le sérieux avec lequel ils abordaient la formation. Ils comprenaient maintenant que la femme qui les enseignait avait déjà vécu la vie dont beaucoup d'entre eux rêvaient. Anna, qui était dans le cockpit lors de la première transmission du NORAD, a dit à ses parents « Je veux apprendre de quelqu'un qui a déjà été là où j'espère aller. Pas seulement quelqu'un qui me prépare à l'examen, mais quelqu'un qui comprend vraiment le pilotage. » Un soir, après une longue journée de leçons, Méline est retournée à son Cessna et a trouvé une note glissée sous l'essuie-glace. Elle venait d'Ethan Park, l'adolescent de 16 ans dont elle avait discrètement réparé l'avion pendant des mois. « Mademoiselle, disait-elle, je ne sais pas si les histoires sur vous sont vraies, mais vous êtes la meilleure enseignante que j'ai jamais eue. Vous ne m'avez pas seulement appris à voler, vous m'avez appris à respecter le pilotage. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. » Cette nuit-là, Méline était assise seule dans son petit appartement, l'écusson vipé usé posé dans ses mains. Sur le canapé à côté d'elle se trouvait une nouvelle photo, le premier vol solo de Anali, son visage illuminé de fierté. Lentement, Méline a pris son téléphone et a composé un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 3 ans. « Madame Vega, c'est Méline. Oui, je sais que ça fait trop longtemps. Je voulais juste que vous le sachiez. Je vole toujours. J'apprends toujours aux autres à voler en toute sécurité. Je pense que Gabriel serait fier. Oui, je veille sur eux. Sur tous. » Lorsqu'elle raccrocha, Méline remit soigneusement l'écusson vipé dans sa boîte spéciale. Cette fois, cependant, elle y plaça la photo d'Anna à côté. Dans le silence, elle murmura dans la pièce comme si Gabriel pouvait entendre, « J'ai trouvé une autre façon de servir. Je protège toujours les gens, un élève à la fois. » Devant sa fenêtre, les lumières de l'aéroport régional de Brookhaven scintillaient dans la nuit. Et quelque part parmi sa petite communauté de pilotes, de jeunes élèves rêvaient du ciel, emportant avec eux les leçons que leur discrète enseignante leur avait données sur le pilotage avec honneur. La vie prend un nouveau sens lorsque l'on réalise que les vrais héros choisissent parfois de servir discrètement, enseignant aux autres à voler au lieu de courir après les feux de la rampe. Il ne s'agissait jamais seulement d'un appel radio. Il ne s'agissait pas seulement d'une carrière militaire cachée révélée à une communauté qui avait sous-estimé une femme pendant bien trop longtemps. Cette histoire parle de la façon dont nous jugeons et souvent jugeons mal les gens qui nous entourent. L'histoire de Méline se retrouve partout, dans les petites villes et les grandes cités, où des individus extraordinaires mènent des vies ordinaires pour des raisons que le monde extérieur ne comprendra peut-être jamais pleinement. Vous le voyez dans les salles de classe où des enseignants inspirés façonnent de jeunes esprits, dans les centres communautaires où d'anciens professionnels forment la prochaine génération, et dans les ateliers où des maîtres artisans transmettent discrètement des compétences acquises au cours d'une vie. Pensez aux personnes dans votre propre vie que vous pourriez ignorer parce qu'elles ne correspondent pas à l'image du succès de la société. Le professeur de technologie qui pourrait secrètement être un ingénieur de génie. L'instructeur assistant qui peut détenir un doctorat dans un domaine que vous n'avez jamais étudié. L'entraîneur à temps partiel qui a autrefois concouru au plus haut niveau. Notre culture s'attend à ce que la grandeur crie, porte des médailles, affiche des preuves au mur. Mais la vraie vie enseigne autre chose. Les plus grands talents choisissent souvent l'humilité plutôt que la reconnaissance, le service plutôt que le statut, l'enseignement plutôt que la gloire. Méline n'a pas quitté l'aviation militaire par manque de courage ou de compétences. Elle est partie parce qu'elle a trouvé une vocation différente. Elle a réalisé que guider la prochaine génération, enseigner le respect du ciel et assurer la sécurité en cas de crise avait autant d'importance que ses missions de combat. Et ces jeunes pilotes qui se moquaient d'elle ont appris une leçon bien plus grande que l'aviation, ne sous-estimez jamais quelqu'un simplement parce que son rôle actuel semble modeste. Cette instructrice discrète dans un avion monomoteur a peut-être un jour commandé des chasseurs. La personne enseignant patiemment aux amateurs a peut-être un jour eu la sécurité nationale entre ses mains. Chaque jour, vous croisez des personnes dont les histoires vous étonneraient si seulement vous les connaissiez. Le moniteur d'auto-école pourrait être un ancien pilote de course. Le professeur de piano pourrait être un pianiste concertiste à la retraite. La bibliothécaire pourrait parler cette langue couramment. Le défi est de voir au-delà des apparences et de reconnaître qu'une vie de service discrète n'exclut pas la grandeur. En fait, elle la révèle souvent dans sa forme la plus pure. Alors la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui enseigne, guide ou sert dans un rôle modeste, souvenez-vous de Vipé. Souvenez-vous que les légendes choisissent parfois de vivre en tant que mentor du quotidien, que les mains les plus habiles peuvent appartenir aux cœurs les plus humbles, et que la personne que vous sous-estimez a peut-être un jour été chargée de missions de la plus haute importance. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, partagez vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner au récit du vieux Bill. Nous vous apportons les histoires qui méritent d'être racontées.